pensais que j'étais mieux peut-être là-haut. Mort? Ouais, mort, ouais. Pas de problème comme ça. Ils ont jamais tenté de se suicider, ils y comprennent rien, les pauvres. Les gens comme ça m'intéresse pas de parler avec eux. J'aimerais trop mourir. Mais bon. Apparemment, on se loupe à chaque fois, alors. Quand on n'est pas compris, on n'est pas bien. Si j'avais eu une autre solution, il est clair que je n'aurais pas fait de tentative de suicide. Mais je ne voyais plus quoi faire, plus du tout. Je me trouvais dans une impasse. Il y a plusieurs tentatives, c'était pour dire aidez-moi. Mais là, plus ça va, plus c'est laissez-moi tranquille et mourir en paix, quoi. Ils ont en commun d'avoir voulu se tuer ou d'avoir voulu le faire, et souvent à plusieurs reprises. Le plus jeune a 15 ans, le plus âgé 26 ans. Ils sont adolescents ou tout juste adultes. Qu'ils soient mineurs ou majeurs, tous ont accepté d'être hospitalisés ici, au Centre Abadi, à Bordeaux, un service unique en France pour la prise en charge des adolescents suicidaires. Ils vont y rester une semaine environ pour faire le point sur leur tentative de suicide. Les jeunes filles sont les plus nombreuses, car ce sont elles, plus que les garçons, qui tentent à l'adolescence de se suicider. On ne les considère pas ici comme des malades, mais comme des jeunes en détresse. Je souhaiterais qu'on se voie là 10 minutes, qu'on se prenne 10 minutes. On se voit. C'est un service hospitalier, mais avec des modalités adaptées à une population adolescente. Parce que trop de rigidité dans le cadre leur serait tout à fait intolérable, et en même temps, trop de souplesse serait vécue comme du laxisme. Donc c'est une structure hospitalière, mais tout à fait spécifique, et nous appelons ça une unité de transition. L'équipe est là pour les aider à franchir ce passage. Quand on souffre, quand on se sent seul et incompris, quand on a envie que tout s'arrête, quand la mort semble être la seule issue. Être toute seule, enfermée dans sa tête, c'est pas normal, quoi. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? Des envies de me jeter par la fenêtre, de tout foutre en l'air. Est-ce que c'est insupportable? Bah oui. Et lorsque vous faites ces tentatives de suicide, c'est parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire? C'est le vide. C'est le vide total en moi, partout, tout autour. C'est une vie que j'ai foutue en l'air et on peut pas y remédier. C'est comme quand on tombe dans un trou et on essaie de regrimper, mais on peut pas. Et on a beau tomber, on n'arrive jamais au fond. Le fond, c'est la mort. Le service de réanimation de l'hôpital Pellegrin. 8 fois sur 10, c'est là qu'on se réveille après une tentative de suicide. Tous les matins, un psychiatre du Centre Abadi commence sa journée ici pour rencontrer tous ceux qui viennent de tenter de se suicider. Ils sont souvent plus d'une dizaine. Premier contact ce jour-là avec une jeune fille. Bonjour, comment ça va? Quel âge as-tu? 17? 16? Tu te rappelles de ce qui s'est passé? Je sais que j'ai fait ma création, que j'avais dans la tête. Oui. Après, je me rappelle tout ce qui s'est passé. Je me suis réveillée, Mais les cachets que tu avais avalés, c'était à moi. tu les avais avalés depuis combien de temps? La récréation. Ça s'appelle comment, ça? Je sais pas. Une tentative de suicide? Oui. Est-ce que tu serais d'accord pour venir te reposer quelques jours, réfléchir un peu sur tout ça, au Centre Abadi, avec nous, dans un service pour adolescents? Tu serais d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Elle est envahie dans sa tête par des sentiments extrêmement douloureux, par certainement un sentiment d'abandon,
de la part de son père. On va donc l'amener à imaginer que l'immobilité ne peut pas permettre d'avancer par définition, et donc on va essayer avec elle de faire un certain chemin, un certain parcours qui va mettre quelques jours, et on espère au bout du compte qu'elle va retrouver elle-même ses propres pistes. Pendant 48 heures au centre Abadie, les jeunes n'auront pas de contact avec l'extérieur. Pas de visite, pas de sortie, téléphone interdit, la rupture est consommée. Les familles peuvent appeler l'équipe, mais c'est au tour des jeunes que tout va se nouer. Une infirmière les accueille, leur fait visiter le service, leur donne le règlement intérieur. Un premier lien se crée, un dialogue s'ébauche. Il n'y a pas de degré de souffrance, il y a la souffrance dans tout l'état du mot. Ils n'arrivent pas, eux, déjà, à mettre des mots sur leur souffrance et à exprimer ce qu'ils arrivent à ressentir par rapport à un vécu difficile. Donc pour nous, il faut suivre cela en retrait un petit peu, et malgré tout, être là pour les faire avancer et les faire parler, les faire formuler leur détresse en fait. On les accueille et on essaie de voir avec eux pourquoi ils en sont là, eux. Ce n'est pas facile de parler de sa souffrance, d'évoquer son désir de mourir. De confidence en conversation, ils seront amenés progressivement à réfléchir sur le sens de leurs gestes, pour découvrir ce qui se cache au-delà des premiers mots, pour dérouler petit à petit le fil de leur histoire. J'ai beaucoup de problèmes avec mon père, donc je suis obligée de me cacher. Puis, comme j'ai des problèmes, je suis obligée de venir ici, quoi, pour pouvoir en parler avec des gens qui puissent me comprendre, pour m'en sortir. Vous avez fait une tentative de suicide? Ouais, plusieurs. Plusieurs. Depuis combien de temps? Depuis l'an dernier. Et il a été violent, oui. Il sait que vous faites des tentatives de suicide? Non. Il sait que la première aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Il a rien dit. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Mais je pensais qu'il m'aimait pas. Normal. Il a même pas culpabilisé, quoi. C'est ça le pire. Ils évoluent dans deux grands types de milieux. Des milieux familiaux qui sont marqués par une grande violence au niveau réel, à tous les niveaux, y compris malheureusement assez souvent dans le domaine de la violence sexuelle, puisqu'un certain nombre des jeunes filles qui sont ici ont été victimes d'abus sexuels au sein de leur famille, d'inceste, ou bien d'autres familles qui ne sont pas violentes, bien entendu, dans le réel, mais pour lesquelles le climat familial, sans que, bien entendu, les choses ne soient conscientes dans la tête des personnes, le climat familial est d'une grande violence parce qu'il est d'un grand flou au niveau de la place et du rôle de chacun. Ils ont des difficultés de repérage au niveau de leur famille, en identifiant plus très bien qui est qui représente la loi. Et c'est précisément lorsqu'on est à l'adolescence complètement dans le flou par rapport aux repères, qu'on ne trouve plus le sens de son existence, on n'a plus le désir de vivre parce qu'on en perd le fil. Et c'est la raison pour laquelle la restauration de limites et de frontières est si importante dans notre unité. Un règlement intérieur précise ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Visites, sorties, horaires des repas, du lever et du coucher. Après les 48 heures d'isolement, il faut accepter les consignes de ce nouveau quotidien. C'est l'une des bases du fonctionnement du centre Abadie. Cela fait partie du contrat moral passé entre les jeunes et l'équipe. Je suis arrivée ici avec la volonté de m'isoler de l'extérieur parce que des personnes extérieures m'ont fait souffrir. Et j'ai pas trop mal vécu l'isolement. Quand j'étais petite, je mettais ma vie en danger parce que j'avais l'impression que mes parents me délaissaient. Mes parents ne prenaient pas le temps de jouer avec moi. Quand j'allais me coucher le soir, j'aurais tellement aimé que ma mère me raconte des contes ou des choses comme ça, mais elle le faisait jamais. C'est stupide dans le sens que j'ai pas eu une enfance malheureuse. J'ai pas été une gamine qui a été complètement délaissée dans la rue, battue ou quoi que ce soit, quoi. Mais je suis tellement sensible que je l'ai très mal vécu à l'époque. Il vous a manqué quelque chose quand même? Ouais, il m'a manqué de l'affection.
Les parents sont toujours au cœur de ces difficultés d'adolescents. On ne se parle pas, on ne se comprend plus, on se déchire. Se regarder dans les yeux de l'autre est un travail douloureux. L'éloignement de la maison familiale permet à chacun de réapprendre à se voir et à s'écouter. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fils, là, maintenant? Je t'aime très fort et aide-moi à t'aider. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que je peux dire. Mais je ne peux pas l'aider s'il ne me parle pas. À qui elle était destinée, cette tentative de suicide? À vous ou aux autres? Aux deux. Pour faire comprendre aux autres que j'en avais marre, qu'il fallait qu'ils m'écoutent. Et à moi-même parce que j'en avais marre. J'avais plus aucun but, aucune envie, rien du tout. Il y a forcément une erreur quelque part, de notre part. Parce que, à mon avis, les parents ont trop tendance à dire « Oui, mais mon fils, je ne peux pas le récupérer, il a son caractère et tout. » Mais je pense que c'est totalement faux. Chacun a ses occupations et malheureusement, on est obligé de courir de plus en plus vite. Et puis, on ne prend plus le temps d'écouter les enfants, de les regarder vivre et de savoir ce qu'ils font en réalité. La seule solution pour moi, c'était ça. Le suicide. Le suicide. Et je pensais que j'étais mieux peut-être là-haut. Mort? Ouais, mort, ouais. Pas de problème comme ça. Moi, je me suis rendu compte que c'est pas la bonne solution. Il y a ici des infirmiers, des aides-soignants, des femmes de ménage, des psychiatres, des psychologues, des assistantes sociales. Tous ont leur place auprès des jeunes. Être attentif et disponible, savoir mettre en confiance et écouter, autant de qualités qu'ils déploient au quotidien. Alors cette jeune fille donc, qui revient, que tu connais peut-être, voilà. Je l'ai accueillie hier. Donc, a passé tout l'après-midi d'hier à dormir, quoi, sous les couvertures. Bon, aucune sollicitation. Moi, je l'ai réveillée hier soir à 19h, au moment du repas. Et ce matin, elle ne disait pas grand-chose. Bon, j'ai essayé de la solliciter un petit peu. J'ai discuté un petit peu, de voir comment elle vivait son hospitalisation. Elle était en train de bouquiner. Alors on a repris le projet de placement en chaîne. Hein. Apparemment, elle semble un peu connaître ce type de structure. Elle a visité, ouais, je crois qu'elle a visité une fois. Je pense, oui. Enfin, en tout cas, elle me dit qu'elle connaît cette structure. Donc elle ne semble pas aborder ce projet de façon négative, quoi. Hein. Bon, ben voilà, c'est tout pour elle. Hein. Il aurait mieux à dire ce qui va pas, à dire les choses aux bonnes personnes, enfin, personnes concernées au moins, ouais. C'est les nerfs, je suis trop nerveux, j'arrive pas à me supporter. Il y a quand même une difficulté, hein. Ouais, mais j'arrive pas à comprendre ce que c'est. On m'a dit d'aller voir un neurologue pour les nerfs. Je sais pas, mais je vais y aller quand même. Parce que dès qu'on me fait une réflexion, je supporte pas. Ça m'en fout. J'aimerais bien. T'as retrouvé un nouvel équilibre, mais c'était quand même un équilibre un peu fragile, non Mais maintenant, j'ai du caractère. Tout le monde me reproche, tout le monde dit que j'ai changé et que ça me va pas. Je leur dis, bon, il y a un escalier à franchir, hein, tu vas dire des choses, mais progressivement, à ton rythme. Hein, nous respectons ton rythme, on est là pour t'accompagner. C'est le sens de la relation d'aide, hein, de l'aide qu'on leur propose. Donc l'escalier, tu vas peut-être monter 3 marches très vite, puis tu vas stagner. Tu vas attendre un petit peu. Tu vas en monter 2, puis peut-être en redescendre une ou 2, mais ça, il faut l'accepter. Et celui-là, il est vachement touchant, regarde, j'en ai marre de la vie. Pourquoi? Ce n'est pas normal. Celui-là, il est nul, hein. Ce n'est pas normal à 14 ans qu'on ait des suicidaires. Pourtant, la vie est belle, mais je dois en finir. Que faire? Ils m'ont tellement frappé, j'ai trop souffert. Merde à la vie. La mort verra ce qu'elle a fait de moi. Vivre, c'est mourir. J'ai beaucoup plus de facilité à exprimer mes sentiments maintenant. C'est le fait d'étouffer tout ce que je ressentais, je pense, qui m'a aussi poussée à déprimer et donc à passer à l'acte, à me tuer. Avant, j'étais très exigeante envers moi-même. Il fallait toujours que ce soit parfaite, que je réussisse tout. Et aujourd'hui, j'ai réalisé que bon, après tout, je suis humaine, j'ai des défaillances comme tout le monde et que j'ai droit d'avoir des défaillances. La finalité thérapeutique, c'est pas de modifier le réel,
C'est surtout pas de leur laisser croire que la magie peut quelque chose, que l'illusion peut leur permettre de faire comme si leurs parents allaient changer, comme si l'environnement dans lequel ils évoluent allait se modifier. On est amené, nous, ici, à les aider à faire le deuil de ces illusions, c'est-à-dire à accepter le réel tel qu'il est, mais à faire avec ce réel.